À 21h32, dans la dernière partie du 90 minutes, on va revenir sur cette étrange journée aujourd'hui à l'université, emblématique université parisienne de la Sorbonne, où c'est le Premier ministre lui-même qui a donc demandé l'évacuation des lieux et une réaction rapide afin que l'ordre public soit rétabli, parce que des militants pro-palestiniens s'étaient rassemblés à l'intérieur de l'université avec des tentes, mais aussi devant la Sorbonne. On sera sur place dans un instant. Je salue tout d'abord Guillaume Tabar, qui est bien sûr éditorialiste politique au Figaro, qui est toujours avec nous sur ce plateau. David Guiraud, député La France Insoumise du Nord. Vous étiez sur place aujourd'hui, comme d'autres membres de La France Insoumise, pour soutenir cette manifestation. Et avec Yvan Lecoz, bonsoir. Vous êtes délégué national de l'UNI, qui représente plutôt la droite étudiante, on peut le dire comme ça? Oui, tout à fait. Étudiant à Sciences Po Grenoble, et vous étiez aussi sur place à la Sorbonne, plutôt pour condamner ce rassemblement. Allons sur place, où nous attend Frédéric Fernandez, journaliste BFM TV. Racontez-nous tout d'abord ce qui se passe. Alors, visiblement, pas grand-chose. Derrière vous, Frédéric, c'est assez calme. Mais est-ce que les cours vont pouvoir reprendre demain à la Sorbonne? C'est aussi l'une des questions qu'on se pose ce soir. Oui, Alice, le rectorat de Paris l'a annoncé. Les cours vont reprendre demain à la Sorbonne, puisque les cours avaient été annulés tout au long de l'après-midi ici. Et vous l'avez dit, les choses sont calmes, puisque la manifestation qui avait lieu, notamment une grande partie de l'après-midi, place de la Sorbonne, s'est terminée aux alentours de 19h. Il n'y a donc pour l'instant plus aucun étudiant ici sur la place de l'université. Vous allez nous raconter dans un instant ce qui s'est passé, mais d'abord regardons quelques images donc de l'évacuation des manifestants à l'intérieur donc de la Sorbonne, dans la cour principale. Manifestation et évacuation assez musclée quand même, mais qui globalement s'est déroulée dans le calme. Vous nous direz l'un et l'autre ce que vous avez retenu et quel a été votre sentiment sur place. Frédéric, revenons sur le début de la journée. Qu'est-ce qui s'est passé exactement et que demandent ces manifestants ? Eh bien, écoutez, les choses ont commencé tout d'abord vers midi. Des étudiants, plusieurs dizaines, environ une cinquantaine, se sont retrouvés à l'intérieur donc de l'université de la Sorbonne. Ils ont tenté de monter des tentes. Et puis, vers 15h, le rectorat a ordonné leur évacuation. Ils se sont donc ensuite retrouvés devant l'université, donc place de la Sorbonne. Ils y sont restés, donc, comme je vous disais tout à l'heure, jusqu'à 19h. Au maximum de la manifestation, ils étaient environ 150. Ils ont scandé tout au long de l'après-midi des slogans pro-palestiniens. Ce qu'on peut vous dire aussi, c'est qu'il y avait un dispositif de gendarmerie tout autour de la place pour éviter qu'il y ait des débordements. Il n'y a eu aucun débordement. Les choses se sont passées dans le calme. Et comme les étudiants de Sciences Po, les étudiants à Sorbonne, reprochaient notamment à leur université de nouer des liens avec des universités israéliennes. Mais ce soir, les choses sont revenues au calme. Depuis 19h, la manifestation est terminée et les cours reprendront donc demain de manière normale. Merci beaucoup Frédéric Fernandez. Signe que l'affaire a pris aussi une dimension politique forcément et qu'elle a pris aussi de l'ampleur au fil des heures. On a appris en fin de journée que via Valérie Pécresse que la région Île-de-France a annoncé qu'elle suspendait donc ses financements à destination de Sciences Po Paris, soit 1 million d'euros prévus pour 2024 dans le cadre de ce qu'on appelle le contrat de plan État-région. Alors pourquoi Sciences Po? Parce que la semaine dernière, à Sciences Po Paris, il y a eu le même genre de manifestation, ce qui a déclenché des négociations entre la direction de Sciences Po et les manifestants en question. Mais quoi qu'il en soit, c'est le signe quand même que tout cela est en train de prendre de l'ampleur, Guillaume Tabar. Oui, alors je dis, la dimension politique, c'est pas Valérie Pécresse qui l'invente aujourd'hui. Non. On va en parler avec David Guiraud. Je veux dire qu'avec la présence des députés insoumis à toutes les étapes à Sciences Po ou maintenant à la Sorbonne montre bien que clairement on est dans une opération clairement et entièrement politique. Ensuite, je pense que la réaction de Valérie Pécresse aujourd'hui, elle est simplement j'allais dire que elle passe aux actes et elle a eu peut-être la réaction que beaucoup de gens, notamment d'élus de droite, mais aussi de la majorité, auraient peut-être espéré et attendu de la part du gouvernement. Vous avez fait allusion aux discussions en clair,
les étudiants bloqueurs de Sciences Po, n'appelons pas les étudiants de Sciences Po parce que ça n'est quand même que quelques dizaines ou quelques centaines sur plus de 15 000 étudiants, ont formulé une liste de revendications à la direction du Sciences Po. Et ce qui s'est passé, c'est que la direction de Sciences Po a avalisé ces exigences à quelques-unes près, mais enfin, donc il n'y a pas eu de négociation, il y a eu une sorte de reddition de la part de la direction de Sciences Po. Et un certain nombre de gens, je pensais par même Manuel Valls ce matin, qui disait mais il est temps de mettre cet établissement sous tutelle. Faut quand même pas oublier que l'État quand même a une responsabilité sur Sciences Po, qu'on ne peut pas laisser tout faire, et qu'il est temps de montrer qui est responsable de l'enseignement supérieur en France. Bon, mais ça n'a pas été suivi des faits. Même on a même vu la ministre elle-même de l'enseignement supérieur féliciter la direction de Sciences Po pour cet accord signé. Donc Valérie Pécresse, ce qu'elle dit, alors bien sûr, elle espère en retirer. Elle fait aussi, elle joue aussi son rôle. Ce qui se passe à Sciences Po est inacceptable, puisque la direction a choisi de céder à ces bloqueurs, il n'y a aucune raison que nous, régions qui lui versons une partie des crédits, on continue à verser des crédits. Ce qui est quand même loin d'être anodin, de couper le budget. Et c'est pour ça que je voulais quand même le signaler, parce que ça nous est parvenu... Sur un budget de fonctionnement global qui est quand même d'une autre mesure. Donc, la vie à Sciences Po n'est pas mise en cause. Ne va pas s'arrêter à cause des... Mais la symbolique est forte. Revenons sur ce qui s'est passé à la Sorbonne. Donc aujourd'hui, tout d'abord, David Guiraud, est-ce que vous confirmez, vous aussi, que l'évacuation, la manifestation comme l'évacuation se sont déroulées dans le calme, globalement? D'abord, je veux saluer la présence de M. Tabar qui nous apprend un scoop, et je trouve que c'est utile de le savoir, qu'effectivement, des étudiants à sciences politiques font de la politique. C'est important de le découvrir aujourd'hui, et je trouve que c'est bien de rappeler qu'effectivement les étudiants ne sont pas des vaches qui vont à l'abattoir, mais en fait quand ils vont dans une université, dans un lieu d'enseignement, ils participent à des dialogues, à des disputes, à de la vie démocratique, parce qu'effectivement les universités et les lieux d'enseignement sont pas juste des lieux où on apprend et à avaler comme ça du savoir, mais où en fait on discute et on a une opinion sur ce qu'il passe. Donc ça, c'est quand même important de le rappeler. Ensuite, moi, j'ai été étudiant à la Sorbonne pendant des années. Jamais, à mon époque, on aurait laissé les CRS comme ça intervenir aussi rapidement, aussi brutalement. C'est pas vrai que ça s'est bien passé. Ça n'est pas vrai. Dans une université, on est dans un lieu de savoir, dans un lieu de lumière, de discussion, de débat. Et encore une fois, je le redis, de disputes démocratiques. Et le fait que le premier message qu'on envoie à des gens, c'est de faire débarquer les CRS. De savoir, d'enseignement, mais du coup, les cours n'ont pas cours. Les cours n'ont pas lieu. Il y a des enseignements. Et je vais vous dire une chose, les directions d'université savent gérer ça. C'est mieux d'avoir de la dispute démocratique, des débats, etc. pendant un jour, 2 jours, 3 jours. Moi, j'ai fait partie d'une... Mais là, c'est pas du débat, c'est une occupation avec des tentes. Où est le débat, là, sur ces images? Mais le débat, il est où pour eux, aux étudiants de Sciences Po? Comment est-ce qu'ils font pour accéder à un débat s'ils ne font pas ça? Ça fait 7 mois quasiment qu'il y a 40 000 morts à Gaza et qu'il y a des universités qui continuent de nouer des partenariats avec des universités israéliennes. Alors comment ils font? Ils l'ont demandé gentiment. À Sciences Po, ça va, ils sont assez gentils. Hein, je veux dire, moi je viens de Tolbiac, c'était moins gentil à l'époque les méthodes d'action. Ils le font gentiment, mais ça marche pas. Alors comment on fait pour se faire écouter quand l'ensemble de la classe politique quasiment de ce pays est à la dérive? Vous avez des jeunes qui se mobilisent parce qu'ils veulent faire porter leurs idées, des idées de respect du droit international, de voir arrêter sur les réseaux sociaux de voir des gamins déchiquetés par les bombes israéliennes. Moi, ça me paraît assez sain. Et je vais vous dire, et vous dites, à mon époque, moi, on serait jamais intervenu. On serait jamais intervenu comme ça. Mais du coup, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire là cet après-midi? Il aurait fallu discuter, ouvrir une discussion. Par laisser les tentes, laisser la manifestation durer pendant plusieurs heures. Qu'est-ce que vous attendiez exactement? Regardez ce que Alors moi, j'attends rien. Moi, je suis. Non, mais vous y étiez. Ah oui, mais moi, je suis pas étudiant mobilisé. Oui. Moi, je suis député. Je suis là en soutien. C'est pas moi qui donne les mots d'ordre. Non, mais vous avez l'air de dire que ça ne s'est pas passé comme ça aurait dû se passer. C'est tout à fait anormal que les CRS règlent un problème, une dispute démocratique. Par exemple, ce qu'a proposé Sciences Po, c'est de faire ce qu'ils appellent, alors moi je connaissais pas cette pratique avant, le town hall ou je sais pas quoi, c'est-à-dire que la direction discute avec les étudiants. Je veux dire, les étudiants, ils disent pas, il faut bloquer toute la vie le lieu d'université. Ils disent, il faut que par exemple, on ait un moratoire sur les liens qu'on a avec les universités israéliennes parce qu'il y a un génocide qui est opéré aujourd'hui par l'État israélien sur les Palestiniens. Ça se défend, non? Enfin, je sais pas, ça me paraît Yvan pas Lecause, pourquoi c'était important pour vous d'être là aujourd'hui? Moi, je tiens déjà à dire que je rejoins largement ce que dit Monsieur Guiraud. On n'aurait jamais dû assister à ça, que ça soit à la Sorbonne ou à Sciences Po Paris. On n'aurait jamais dû. C'est-à-dire à ça.
à ça des occupations illégales, des blocages illégaux, des slogans antisémites et pas seulement pro-palestiniens, mais pro-Hamas. Quand on a le même slogan que le Hamas qui est From the River to the Sea, et ce slogan veut la disparition d'Israël, est un slogan qui prône la disparition d'Israël, c'est inacceptable. Et Monsieur Guiraud, je vous rejoins parce que si on a vu un gouvernement qui aurait agi et qui agirait en sanctionnant à chaque fois les bloqueurs, en sanctionnant ceux qui occupent illégalement une université, on n'en arriverait pas là. Si Madame Sylvie Retailleau, la ministre de l'Enseignement supérieur, au moment où finalement Sciences Po s'est soumis aux militants pas juste pro-palestiniens, je le répète, aux militants pro-Hamas. Si Sylvie Retailleau avait agi et avait dit à Sciences Po non, vous sanctionnerez chacun de ces militants. Ce ne sont pas juste des militants, ce sont des hors-la-loi. Si Sylvie Retailleau avait fait ça, aujourd'hui on n'aurait pas ça à la Sorbonne. Et demain, parce que ça va arriver dans les jours suivants, on n'aurait pas l'ensemble des universités françaises qui vont s'embraser. Tout ça à cause d'un laxisme et à cause de la France insoumise. Ce que vous dites, c'est que ce qui s'est passé à la Sorbonne est en partie dû à ce qui s'est joué à Sciences Po et la manière dont cela a été géré. Ils ont vu. Vous avez entendu des propos antisémites aujourd'hui à la Sorbonne? Largement, quand on appelle, alors aujourd'hui à la Sorbonne, mais également à Sciences Po, les 2 fois j'étais sur place. Et quand on entend soutien à la résistance palestinienne, c'est ce qui est chanté. Cette résistance palestinienne qui, même si apparemment c'est pas votre priorité, parce que quand on vous le demande, vous ne parlez pas de ça, cette prétendue résistance palestinienne, qui a mis des bébés dans des fours, qui a tué plus de 1000 Israéliens, qui est un attentat, qui est une organisation terroriste, C'est pas vrai que le Hamas a mis des bébés dans des fours, Monsieur Guiraud? Oui, c'est pas vrai. C'était Israël qui faisait ça. Vous vous souvenez? Moi, vous êtes un révisionniste, monsieur. Vous êtes un révisionniste. Laissez répondre David Guiraud sur les propos antisémites qui ont été tenus aujourd'hui. Oui, alors c'est important qu'on ait cette discussion parce que... Et on va essayer de l'avoir calmement. À la limite, soyez courageux. Vous soutenez un génocide. Je veux dire, pour moi, ça doit être illégal. Mais bon, dans ce pays, de toute façon, on interdit à des étudiants de se mobiliser pacifiquement. Par contre, on peut avoir des conférences en plein Paris sur comment on étend le programme de colonisation, qui est illégal, en Cisjordanie, en appelant des Français à venir faire l'ALIA et en poursuivant le programme de colonisation. On a des députés français comme Meir Habib qui parlent de cancer à propos de la population palestinienne. Ça, par contre, il n'y aura jamais de sanctions, rassurez-vous. Donc, monsieur, vous soutenez un génocide, d'accord? C'est assez clair aux yeux du monde. Pas le cas, par contre, vous soutenez le Hamas. En énonçant des mensonges qui ont été débunkés depuis des mois. Le bébé dans le four a été débunké par de nombreux journalistes, par de nombreuses organisations de presse depuis des mois. Est-ce que vous pouvez reconnaître que Libération, tous les journaux... Je voudrais, messieurs, qu'on revienne sur... c'est important que oui, c'est important, mais ce débat a déjà eu lieu. Je voudrais qu'on revienne sur ce qui s'est passé à la Sorbonne. Ce n'est pas vrai, cette histoire de bébé dans le four? Je voudrais qu'on revienne... Ça vient de arriver. David Guiraud, est-ce que vous avez... Là, c'est du révisionnisme. Est-ce que vous avez entendu les propos que décrivent celui qui est en face de vous, Yvan Lecaux, sur... Est-ce que certains propos vous ont gêné aujourd'hui, tout simplement? Est-ce que vous prendriez des distances avec certains propos qui ont été tenus aujourd'hui ou pas? La permanence du débat public depuis des mois, c'est qu'en fait, on fait reposer, on saute comme ça, comme des cabris, de polémique auto-entretenue en polémique auto-entretenue. Aujourd'hui, vous aviez des mobilisations d'étudiants qui demandent à arrêter de voir des images de gamins démembrés par des bombes. Et là, on est en train de nous dire, parce qu'il y a un slogan, From the River to the Sea, etc. Moi, personnellement, que je n'utilise pas, je vous le dis, parce qu'effectivement, il peut être mal pris ou autre. Mais non, je ne le condamne pas, parce que ça ne veut pas dire l'éradication d'Israël de la bouche de ces étudiants. Si vous leur parliez, vous l'apprendriez. D'ailleurs, ils ont beau le dire depuis des mois, on ne veut pas les écouter. Donc le but n'est pas de savoir quelle est la réalité de ce slogan. Le but est de mettre une étiquette sur les gens en disant antisémite, blablabla. J'essaie simplement de comprendre ce qui a eu lieu et de le raconter à ceux qui nous regardent. Mais vous-même, vous reconnaissez que vous n'auriez pas utilisé ces mots-là. Je conteste la manière dont on parle et dont on traite de ça. Par exemple, on pourrait se dire, mais que font les universités françaises? Quels sont les partenariats qu'ils nouent avec des universités israéliennes? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Ça pourrait être une discussion de suspendre ces partenariats pendant qu'il y a un génocide. Ça pourrait être une discussion, ça ne l'est jamais. On ne parle jamais du fond sur nos plateaux, on ne parle que dans les médias des soi-disant polémiques. Alors après, là, vous avez carrément, je vous trouve tout, parce qu'ils nous inventent, encore une fois, on nous ressort cette invention du bébé dans le four qui a été débunkée depuis des mois et des mois. Donc là, voilà, vous êtes carrément en train d'inventer des choses, mais vous voyez le problème, c'est que vous avez des étudiants qui se mobilisent, et c'est une manière aussi, franchement... C'est ce que disait aujourd'hui un représentant de la majorité, le débat... Oui, mais l'instrumentalisation politique, non. Oui, alors, je suis pas en débat avec vous. Vous êtes un responsable politique, un élu de la nation, donc vous avez
Bon, on peut débattre, moi ça ne me dérange pas. Non, mais justement, je pense que moi je suis contre la confusion. Vous êtes un responsable politique, moi je suis un analyste politique. On n'est pas sur le même registre, donc je ne suis pas en débat avec vous. Je voudrais juste donc faire une remarque sur ce que vous avez dit et vous poser une question dans mon rôle. La remarque, vous avez dit tout à l'heure que je découvrais que oui, à Sciences Po, des étudiants faisaient de la politique parce qu'ils n'étaient pas juste des vaches. Donc, si je vous comprends bien, le choix est entre faire de la politique au sens mener un combat politique ou être une vache. Mais excusez-moi, moi je pense. Je pense. Je crois que c'était pas un débat. Mais dites ce que vous pensez, ça m'intéresse. Non, mais j'analyse vos propos. C'est vous qui avez dit ça. Je n'invente rien. Je vous cite vos propos. Je pense que, surtout lorsqu'on est étudiant, entre un engagement politique et un combat militant, en plus sous les formes qu'il prend, et être une vache, il y a un espace immense qui s'appelle celui de l'acquisition des savoirs, de l'ouverture d'esprit, de la compréhension des autres, etc. Et que je pense que le rôle d'une école comme celle de sciences politiques, dans sciences politiques, il y a politique, mais il y a aussi science. Donc on apprend à former son intelligence, on apprend à découvrir. Bon, et on le fait comment dans une université? Et je pense qu'il y a mener un combat politique en plus qui n'est pas lié à la vie même de l'école. C'est-à-dire que les étudiants veulent apporter au sein de Deuxièmement, non mais M. Tabar, moi je ne vais pas être désobligeant avec vous, mais j'ai quand même l'impression que vous créez un débat et que vous faites plus que juste donner une analyse. Vous donnez un avis sur ce qu'est le débat démocratique dans l'université. Nous avons un désaccord. Moi je crois que la vie dans une université, le rôle d'une école, c'est quoi? De débat. Mais justement, c'est pas juste un lieu, l'école publique, mais ça on a un désaccord. L'école publique, ce n'est pas juste un endroit où on avale du savoir, on rentre chez soi et on est prêt à être dispo pour être salarié plus tard. Non, l'école publique, c'est un lieu de démocratie, avec des assemblées générales, avec des actions militantes. Et c'est justement la beauté de notre pays d'avoir de la liberté d'expression et de pouvoir faire des assemblées générales, des occupations. Oui, mais est-ce que ces étudiants, attendez, s'il vous plaît, est-ce que ces étudiants ont besoin de vous? Est-ce qu'ils ont besoin du soutien des députés LFI? Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui participe à l'instrumentalisation politique? Vous savez, ils sont grands pour décider. Quand ils demandent de l'aide, par exemple, quand ils disent, écoutez, c'est mieux qu'il y ait des élus en écharpe pour être devant nous, parce que nous, il y a des CRS et ils nous frappent. Bah, ça nous aide un peu parce que les élus, ils hésitent un peu moins à les frapper. Et ça aide. Allez, nous, on vient c'est terminé. Malheureusement, c'est terminé. Non, c'est terminé dans un instant, Guillaume, c'est terminé. C'est Julie Hamet que vous retrouvez tout de suite sur BFM TV. À demain soir. Ah mais non, mais là, non.